Merci de nous rester fidèles encore au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à votre émission éducative dénommée Le Temps de Philosopher. Bienvenue à ce 11e numéro. Alors pour ce 11e numéro de votre émission Le Temps de Philosopher, nous allons poursuivre notre réflexion axée sur le domaine 2, communément appelé la vie sociale, que j'appelle souvent ce qu'on appelle l'anthropophilosophie. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un thème très intéressant qui est le langage. Dans le souci de prendre en charge, en tout cas dans la perspective de comprendre ce qu'est le langage, les questions fondamentales et essentielles auxquelles nous sommes confrontés sont les suivantes. Qu'est-ce que le langage? Quel est le pouvoir du langage? Quelles sont les origines du langage? Y a-t-il une liaison entre le langage et la pensée? De prime abord, il faut comprendre que l'homme est un homo loquens, c'est-à-dire un être parlant, un animal parlant si vous voulez. Il est le seul être qui soit capable de parler. De ce point de vue, la question fondamentale qui se profile à l'horizon est de savoir qu'est-ce qu'on entend par le langage, c'est-à-dire s'efforcer de définir ce qu'est le langage. Dans un premier temps, on pourrait définir le langage, ou bien dans un sens restreint, on définit le langage comme l'expression verbale de la pensée. Ça, c'est la première tentative de définition. Dans un second temps, le langage peut être défini comme tout système de signes pouvant servir de moyen de communication. Il peut être oral, gestuel, visuel et symbolique. De ce point de vue, il semble que l'homme soit le seul être qui soit capable de parler. L'idée selon laquelle l'homme est le seul être qui soit capable de parler, ou bien l'idée selon laquelle il y a une liaison fondamentale entre le langage et la pensée, l'idée selon laquelle le langage et la pensée sont étroitement liés, remonte au moins depuis Platon. Pour ce dernier, il y a une liaison fondamentale entre la pensée et le langage. Autrement dit, il y a une relation compatible entre ce qui relève du langage et ce qui relève de la pensée. Aux yeux de Platon, la pensée elle-même est un dialogue silencieux. Aussi écrit-il, la pensée est un dialogue intérieur et extraordinaire qui permet à l'homme de véhiculer un langage. S'il en est ainsi, on comprend que dans la perspective platonicienne, l'homme pense d'abord, ensuite il parle. Dans le même ordre d'idée de montrer que la pensée et le langage sont étroitement liés, Descartes s'inscrit dans la même perspective qui soutient la thèse selon laquelle, si l'homme parle, c'est parce qu'il pense d'abord. On comprend dans ce sens que la pensée, elle est antérieure au langage. La pensée permet à l'homme de véhiculer un langage correctement. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous pouvons comprendre le poète français, en l'occurrence Nicolas Boileau, lorsqu'il déclare clairement, je cite, « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Dans ce sens, on comprend qu'il y a une relation entre le langage et la pensée. Dans la même mouvance de montrer qu'il y a une relation compatible entre le langage et la pensée, on peut dire que la pensée, non seulement est un dialogue silencieux, mais également la pensée est un langage aphone. Pourquoi? Parce que l'homme pense d'abord, ensuite il parle. Toutefois, l'idée selon laquelle il y a une relation entre le langage et la pensée a été contestée, a été réfutée par certains philosophes. Pour d'autres philosophes, par contre, l'homme, non seulement on aurait tort de penser que on peut penser ce que l'on veut dire sans dire ce que l'on pense, parce qu'il arrive souvent qu'il y ait un décalage, une rupture, un écart, si vous voulez, une séparation entre le langage et la pensée. Dans ce sens, on comprend qu'il arrive souvent que l'homme se trompe ou bien se trompe dans sa communication ou bien dans son langage pour dire que le langage ne traduit pas fidèlement la pensée, mais devant certaines situations, le langage trahit la pensée. Et dans la perspective de montrer que le langage trahit la pensée, on pourrait évoquer la position de Nietzsche. Selon Nietzsche, la vérité, il ne faut pas chercher dans le dit, mais la vérité, il faut la chercher dans le non-dit. Autrement dit, chez Nietzsche, à chaque fois que quelque chose est dit, quelque chose est tu. Et ce qui est tu ne peut être le masque le plus sûr de ce qui est dit. Parler, c'est se dissimuler. En d'autres termes, dans la perspective de Nietzsche, la vérité n'est pas dans le dit, mais la vérité, il faut la chercher dans le non-dit. S'il en est ainsi, on comprend que le langage ne traduit pas fidèlement la pensée. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse pour montrer que le langage ne traduit pas fidèlement la pensée, mais le langage trahit la pensée. On pourrait évoquer l'exemple de certaines fautes que l'on commet en parlant ou en écrivant, qui peuvent être d'ailleurs des fautes volontaires ou bien involontaires, communément appelées les lapsus. Devant ces genres de situations, les fautes que l'on appelle les lapsus nous poussent parfois à notre langage ne traduit pas fidèlement notre pensée, mais notre langage parfois trahit notre pensée. Deuxième élément de réponse. Troisième élément de réponse allant dans ce sens pour montrer que le langage ne traduit pas la pensée, mais le langage parfois trahit la pensée. On pourrait évoquer l'exemple des menteurs. La parole ou bien la communication, le langage que le menteur véhicule ne traduit pas fidèlement sa pensée.
Dès lors, on comprend qu'il y a une séparation radicale entre la pensée et le langage. Alors, revenons-en maintenant sur les origines du langage. Lorsqu'il s'agit de réfléchir sur les origines du langage, il y a deux thèses contradictoires qui s'affrontent. La première thèse soutient l'idée selon laquelle le langage est inné en l'homme. Autrement dit, la faculté de parler est naturelle à l'homme. Cette thèse a été soutenue par Aristote. Lorsque Aristote dit que l'homme est un animal politique, Aristote met l'accent sur le fait que si l'homme parle, c'est parce que le langage est naturel en lui. Ça, c'est la première thèse. Cependant, la deuxième thèse soutient le contraire, affirme que le fait de parler, ou autrement dit, le langage est une création humaine. En d'autres termes, le langage est une acquisition sociale. L'idée selon laquelle le langage est une acquisition sociale a été soutenue par Jean-Jacques Rousseau. Aux yeux de Jean-Jacques Rousseau, si l'homme parle, c'est parce qu'il a vécu dans un environnement social. Si l'homme parle, c'est parce qu'il vit en communauté avec ses semblables. De ce point de vue, on comprend que le langage serait une acquisition sociale. Mais d'autre part également, il faut comprendre que le langage a des pouvoirs. Le langage peut qu'émerveiller, le langage peut convaincre, le langage peut séduire. L'idée selon laquelle le langage peut convaincre ou séduire et émerveiller nous permettrait d'évoquer d'ailleurs la posture des sophistes. Dans la Grèce de l'Antiquité, si les sophistes avaient une suprématie, autrement dit une supériorité sur leurs semblables, sur leurs congénères, c'est parce qu'ils savaient manipuler les mots. Dans ce sens, on comprend que le langage permet à l'homme de triompher au sein de la société, mais également le langage permet à l'homme de convaincre, de séduire et d'émerveiller. S'il en est ainsi, on comprend que si les sophistes avaient la suprématie sur leurs semblables, c'est parce qu'ils savaient manipuler ce qu'on appelle leur langage. Autrement dit, ils étaient éloquents, ils maîtrisaient ce qu'on appelle la rhétorique, en d'autres termes, l'art de bien parler. Ça, c'est un élément de réponse pour montrer que le langage a des pouvoirs. Deuxième élément de réponse pour montrer que le langage a des pouvoirs, on pourrait évoquer l'exemple de l'homme politique ou bien l'exemple de l'avocat, si vous voulez, même l'exemple du philosophe. Si l'avocat ou bien l'homme politique parvient à convaincre, parfois sans raison, si l'homme politique parvient parfois à convaincre ses internautes, en tout cas ses congénères, c'est parce qu'il sait manipuler, les mots. S'il en est ainsi, on comprend que le langage, non seulement il a des pouvoirs, en d'autres termes, le langage a un pouvoir bénéfique, mais d'autre part également, il faut noter que le langage peut avoir un pouvoir maléfique. L'idée selon laquelle le langage peut avoir un pouvoir maléfique nous pousse à dire que le langage n'a pas seulement des avantages, mais également le langage a des inconvénients. Parce qu'à travers le langage, on peut causer ce qu'on appelle la scission, c'est-à-dire la division ou la séparation. Avec le langage, on peut causer ce qu'on appelle des discordes au sein de la société. Donc on comprend dans ce sens que le langage peut avoir plusieurs fonctions, mais les fonctions les plus notées, les fonctions les plus remarquées du langage sont les fonctions qui permettent au langage d'avoir des pouvoirs, mais également le langage peut avoir des méfaits au sein de la société. Donc on comprend dans ce sens que non seulement le langage est un phénomène ou bien un fait culturel par excellence, mais également l'homme est le seul être qui soit capable de parler. Pourquoi? Parce que l'homme pense d'abord avant de parler. Dans cette perspective, on comprend que la pensée est antérieure au langage ou bien la pensée précède le langage. Voilà en somme les grands axes que je voulais partager avec vous pour ce nouveau numéro de votre émission éducative dénommée Le Temps de Philosophie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci beaucoup.